C'est littéralement une histoire de fou le dimanche 30 août dernier, alors que le gouvernement annonçait une hausse exponentielle du nombre de cas de coronavirus. Un décret mettait le feu aux poudres. Un décret qui annonçait la fin brutale dès le 1er septembre du dispositif garantissant des indemnités de chômage partiel à la plupart des salariés dits vulnérables et ne pouvant télétravailler. Face à cette décision difficile à comprendre, certains travailleurs vulnérables s'organisent. Olivier Berruyer, fondateur du site lescrises.fr, a participé à la création d'un collectif dénommé Les Sacrifiables. Objectif, porter l'affaire devant le Conseil d'État. Il a choisi de venir expliquer sa démarche sur le plateau du Média. C'est notre entretien d'actu. Bonjour Olivier. Bonjour. Peux-tu revenir sur le décret du 30 août dernier et nous dire pourquoi il t'a fait bondir de ta chaise ? Parce qu'il est vraiment scandaleux et complètement contraire aux déclarations du gouvernement. Pour rappeler très rapidement l'histoire, depuis le début de la crise et le confinement, le gouvernement a pris une bonne mesure qui était de protéger au maximum les personnes vulnérables au Covid, c'est-à-dire ceux qui ont des probabilités très élevées de faire une forme grave et qui travaillent. Donc dès le 17 mars, toutes ces personnes-là sont restées à la maison et on parle de centaines de milliers de personnes, donc qui ne sont que quelques pourcents des travailleurs et qui sont les personnes qui sont diabétiques, qui sont obèses, qui avaient plus de 65 ans et qui travaillaient, les dialysés, les atteints d'affections respiratoires, les gens qui ont le sida, etc., etc. Cette mesure a été assez efficace puisqu'on a vu que les moins de 65 ans ne représentaient que moins de 10% des décès. Mais enfin, c'est pas magique non plus. C'est parce que toutes ces personnes-là, on leur a dit, vous restez à la maison. Et non seulement vous restez à la maison, mais aussi dans ce dispositif, qui est en fait un dispositif, pour faire court, qui s'est transformé en chômage partiel, les conjoints ont été aussi concernés. Parce que c'est sûr que si la personne qui a un cancer évolutif sous traitement reste à la maison, mais que le mari va travailler et prend le RER, il y a toutes les chances de lui ramener le virus. Et donc, dans l'ensemble de toutes les mauvaises décisions du gouvernement, et de ce qu'il y en a une qui était quand même plutôt bien, c'était de protéger les gens vulnérables. Cette rare bonne mesure a été annulée le 30 août, avec en plus un préavis de 2 jours seulement. Donc le dimanche, ils ont dit ça s'arrête, mardi, vous retournez au travail. Ils n'ont conservé qu'une toute petite partie du périmètre précédent, qui reste que les personnes sous cancer ou les personnes sous dialyse, pour faire simple. Ils ont même poussé le cynisme jusqu'à mettre, tenez-vous bien dedans, les personnes qui travaillent, qui ont plus de 65 ans, mais il faut qu'elles soient diabétiques, et il faut qu'elles soient aussi obèses. D'ailleurs, il manquait plus qu'elles soient sourdes et nées à Limoges, quoi. Sinon, les personnes ça fait trop. de plus de 65 ans qui travaillent et qui sont diabétiques, ça ne va pas. Ça ne suffit pas. Non, ça, c'est pas le bingo. Et donc, dans ce cas-là, vous allez quand même travailler. Enfin, on voit très bien que c'est fait pour réduire quasiment rien la mesure. Et même les associations se sont un peu battues pour avoir ces maigres choses, parce que carrément, le 30 août, dans les négociations, ils avaient dit on arrête ça pour tout le monde. Et ils ont arrêté aussi, même pour ces personnes-là, les cancéreux, ils ont arrêté pour les conjoints. Il n'y a plus aucun conjoint qui n'est couvert par le dispositif. Aujourd'hui, si votre conjoint a le cancer et en chimiothérapie, donc est complètement... à risque énorme, vous allez quand même travailler. Alors, une partie des personnes vulnérables, ceux qui pouvaient télétravailler, ont télétravaillé, ils ne sont pas rentrés dans le dispositif, ça c'est normal. Mais celles qui ne pouvaient pas télétravailler, avant, on leur disait rester à la maison pour éviter des réas, pour éviter des décès. Et on leur dit, maintenant on s'en fout, allez travailler, débrouillez-vous. Il faut quand même noter que parmi ceux qui ne peuvent télétravailler, il y a beaucoup d'ouvriers, d'employés, de travailleurs pauvres. Bien sûr. Donc il y a quand même quelque chose qui relève d'une certaine mesure de classe, on va dire. Oui, bien sûr. Celui qui est consultant en marketing international, il peut rester à la maison et télétravailler. Les autres ne peuvent pas. D'ailleurs, ce qu'en dit long aussi sur l'utilité des gens dans la société. Mais enfin, c'est un autre sujet. Alors, comment tu expliques ça ? Est-ce que ce sont des raisons froidement économiques qui ont poussé le gouvernement à prendre une décision qui semble aussi étonnante ? Oui, en tout cas, c'était extrêmement surprenant. Maintenant, 15 jours après, ça l'est moins, parce qu'on peut déjà faire un premier bilan. On a très bien vu, parce que j'ai fait un graphique il y a 2-3 jours. Après cette décision-là, très rapidement, ça a monté de façon très visible en quelques jours. Donc on voit très bien que c'est évidemment lié au décret. De toute façon, il n'y a pas de surprise. Vous mettez des gens à fort risque d'aller en réa dans le métro, il y a plus de gens qui vont en réa. Donc déjà, ça se voit. Moi, quand j'ai vu ça, effectivement, j'étais scandalisé en disant, c'est délirant, pourquoi font-ils ça ? Alors après, il ne faut pas oublier
que pour la vaste majorité des gens, ça va, le Covid, c'est pas la peste noire non plus, donc il faut se calmer, il faut juste se protéger, faire attention, et ça se passe plutôt bien. Mais les gens dont on sait qu'ils ont un risque colossal d'aller en réa. Les gens qui sont en réa, 70% ont des comorbidités. Vous voyez, vous tapez vraiment dans cet échantillon-là, il faut les protéger. Et en fait, le gouvernement dit, en plus il dit, oui, c'est bien, il faut protéger les gens vulnérables, il ne les protège pas. Votre première réaction, pourquoi il se passe ça? On comprend, oui, sans doute pour intérêt économique. Et puis, vous regardez ce qui s'est passé depuis 15 jours. Après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, les enseignants, oui, bon, maintenant, t'es enseignant, t'as un gosse qui a la Covid, t'es plus qu'à contact, en fait. Oui, t'avais ton masque, ça doit bien se passer. Donc, on voit très bien qu'ils ne protègent plus les enseignants. Et puis, d'une façon générale, moi, j'ai plein de témoignages qui remontent. Il y a plein d'entreprises privées qui disent aux salariés, bon, le télétravail est terminé, vous revenez tous. Alors qu'on est en pleine épidémie qu'on n'arrive pas à contrôler, en particulier à Paris. Pourquoi? Pourquoi s'il n'y a pas un droit qui est laissé aux salariés qui peuvent télétravailler, de dire, non, excusez-moi, moi je télétravaille. Pas si je dois aller travailler, je travaille, on ne va pas obliger les gens non plus, mais qu'il y ait cette possibilité-là. Et il y a plein de gens qui sont inquiets, il y a plein de témoignages qui remontent. On en a une, elle s'appelle Célia, elle a 31 ans, elle est infirmière en laboratoire d'analyse, qui fait les tests Covid, donc on voit que c'est très à risque, elle a la mucoviscidose. Et donc là, on lui a dit, retourne travailler. Donc déjà, évidemment, elle a eu peur. Puis il se trouve qu'elle a un petit bébé, elle est obligée de le mettre à la crèche. Et à la crèche, le bébé, il est qu'à contact Covid, maintenant. Et donc elle a extrêmement peur parce qu'elle a aussi 2 autres enfants qui sont asthmatiques, graves. Et donc on voit l'angoisse que ça génère chez des centaines de milliers de personnes, en fait, cette décision totalement irréaliste. Parce qu'on ne parle pas de 30% des salariés non plus à protéger. Mais ça s'inscrit dans une décision très claire. Je dis du gouvernement, mais soyons clairs, c'est d'Emmanuel Macron. Parce qu'on voit très bien que même le gouvernement, ils ne sont pas d'accord. On voit très bien que le ministre de la Santé n'est pas d'accord. On voit très bien que le directeur général de la Santé ne sont pas d'accord, essaye de protéger un peu, de limiter l'épidémie. Macron dit maintenant, on n'a rien à foutre. Il faut chevaucher le tigre, je crois que c'est ça, je ne sais plus, faire comme Robinson. Après, ça m'a un peu perdu, moi, je n'ai pas fait l'ENA. Mais enfin, c'est complètement surréaliste. Et Macron dit, on s'en fout, les gens, il faut faire tourner l'économie, c'est pas grave s'il leur arrive des problèmes, qu'ils se débrouillent. C'est ça, en fait, la vraie vision de Macron actuellement. Peux-tu nous parler des recours de votre collectif devant le Conseil d'État? Il y avait déjà un premier collectif qui s'était organisé, qui s'appelle les Vulnérables Sacrifiés, qui avait fait une pétition que je vous incite à signer. Elle fait déjà presque 40 000 signatures. Et donc, une partie de ceux qui sont concernés et qui ont décidé d'attaquer en justice cette décision ont constitué un petit collectif, les Sacrifiables, pour dire on ne se laisse pas faire, quoi. Enfin, si on accepte ça, jusqu'où vont-ils aller? Et vous voyez, en 15 jours, le temps qu'on se dise ça, déjà, ils se disent les enseignants, ils se débrouillent, les salariés se débrouillent. Enfin, c'est assez surréaliste. Donc, finalement, on attaque le gouvernement au Conseil d'État dans une procédure de référé pour expliquer que c'est une décision qui est manifestement illégale, puisque le législateur avait voulu protéger toutes ces personnes et que le gouvernement, de façon complètement inconséquente, a cessé cette protection en plein retour de la pandémie. Et donc c'est un recours qui n'est pas un recours collectif, chacun peut déposer son recours, et justement, si vous êtes concerné, finalement beaucoup de personnes sont concernées. Sont concernées des personnes évidemment vulnérables, mais sont concernées leurs conjoints et sont concernés leurs très proches, les parents, les enfants, les frères et sœurs. Chacun peut déposer un recours, et donc on a créé une petite page sur lessacrifiables.fr où vous pouvez déposer le recours en 15 minutes. C'est gratuit, il n'y a pas de risque, et ça permet de dire au gouvernement, on ne se laissera pas faire quand même, parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer dans 2 mois, dans 3 mois? Puisque je vous dis, on a déjà des conséquences dans les hôpitaux de cette décision. Donc, quand est-ce que les résultats de ce recours seront connus? Normalement, il y a 7 jours, en fait, puisque quand on a déposé le recours, c'était le 11 septembre, les premiers, la loi dit le Conseil d'État a 2 jours pour se prononcer. En fait, on en est à 10 et strictement rien n'avance. Le Conseil d'État a mis cette procédure de façon assez stupéfiante au congélateur. Il n'a même pas transmis la procédure au gouvernement. Donc on dit, Comment vous savez qu'il n'a pas transmis ça? Parce qu'on le sait, en fait, quand c'est transmis au gouvernement, on a une communication. Donc on voit que si c'est jugé, ce sera peut-être cette fin de semaine. C'est assez fou, parce qu'on fait une procédure d'urgence en disant, mais attendez, on a mis des centaines de milliers de personnes dans l'environnement Covid, ils sont extrêmement à risque, faites vite, et en fait, ils décident de ne pas faire du tout. Mais voyons bien ce dont on parle. Aujourd'hui, vous avez à l'aise 40-50 000 contaminations par jour en vrai. Parce qu'on ne parle que de celles qu'on a détectées, mais il y en a plein qu'on ne détecte pas. Autrement dit, ça fait quand même plus d'un foyer sur 1000 dans lequel le Covid rentre tous les jours. Il y a des centaines de milliers de personnes vulnérables. Ça veut dire qu'en moyenne, il y a des centaines de personnes vulnérables tous les jours qui sont contaminées par le virus Covid. Donc ça va faire des dizaines d'hospitalisations, des dizaines de réa en plus par jour, qui sont complètement évitables de personnes actives.
Alors, tu dis c'est un calcul économique, mais est-ce que c'est rentable finalement d'augmenter le nombre de réa en France, sachant qu'un patient en réa, ça coûte beaucoup d'argent à la sécurité sociale? Mais non, enfin évidemment, mais de toute façon... On est dans le dogme là? Moi, je pense qu'on est vachement dans l'incompétence la plus totale, comme on voit depuis le début. Vous avez des gens qui vous disent surtout mettez pas le masque en masse. Maintenant, qui nous disent mettez le masque dehors, alors qu'on sait que c'est très peu utile. Enfin, en tout cas, c'est une mesure extrême. Je dirais presque avant un confinement que vous faites ça. Là, ça nous emmerde. Mais pourquoi il nous dit ça, le gouvernement? Parce que c'est à peu près la seule mesure qui n'a pas d'impact sur le PIB. Donc, comme il ne peut pas dire non plus j'en ai rien à foutre de vous, il dit regardez, mettez le masque dehors, c'est super important. Dedans, oui, c'est important, attention. Dehors, vous savez, il y a une chance sur 1000, à peu près d'avoir un cas sur 1000 qui est contaminé dehors. Donc vous ne faites pas ça en disant mais par contre les bars, les restos, allez-y sans problème. Enfin, tout ça n'est pas cohérent du tout. Donc c'est une incompétence majeure. De toute façon, si on les laisse faire aussi, bientôt ils vont nous dire mettez aussi le masque chez vous pour pas contaminer, dormez avec. Enfin, voilà, tout ce qui peut être délirant mais qui n'a pas d'impact sur le PIB. Par contre, les mesures un peu importantes comme celle-là pour protéger les gens qui sont vraiment à risque de se retrouver en réa, d'avoir des coûts de réa colossaux. Attendez, les gens qui sont contaminés dans les entreprises, ils vont finir par utiliser leur droit de retrait. Ça va coûter très cher aux entreprises, et en plus ce ne sera pas maîtrisé. Si on continue à ne pas protéger les personnes à risque et qu'on voit sans arrêt les cas de décès et de réa augmenter. Donc évidemment que ce n'est même pas un choix entre la santé et l'économie. Puis de vous à moi, je pense qu'il faut vraiment être ces gens-là pour penser qu'on a une économie qui peut vraiment marcher au top s'il y a une épidémie qui se répand. Enfin, c'est pas le cas. Alors, Lescrises.fr a beaucoup travaillé justement sur la pandémie de Covid-19 en France et ailleurs dans le monde. Mais aujourd'hui, une partie de l'opinion publique émet des doutes sur la dangerosité du virus, même sur la réalité du virus. Est-ce que les incohérences gouvernementales ne nourrissent pas la défiance généralisée, voire le complotisme? Est-ce qu'il faut vraiment accuser les gens alors même que le gouvernement est totalement délirant? Semble totalement délirant. Non, il est. Non, ça faut pas. À un moment donné, il faut arrêter le conditionnel, quoi. Ça se voit. Non, on a les preuves, on a les vidéos. Donc oui. Vous savez, les gens sont perdus. Alors, c'est un cas difficile. Vous savez, moi, à la base, je suis actuaire, donc je suis statisticien, je suis spécialisé en mortalité et morbidité. Donc, suivre une épidémie comme celle-là, c'est vraiment ma formation. Et c'est d'ailleurs ce qu'on fait sur les crises. Après, c'est difficile, si vous voulez. On est face à une épidémie. On voit très bien que c'est dangereux. Après, c'est pas la peste noire non plus. Donc, il faut arriver, je dirais, à vivre tranquillement pour la plupart des gens, ceux qui ne sont pas les plus concernés, en faisant simplement attention pour ne pas accélérer l'épidémie, pour soi-même éviter, si c'est possible, d'être malade, c'est tout. Enfin, il n'y a pas de quoi paniquer, machin. Mais c'est d'ailleurs une vision, ça, quand généralement les gouvernants voient quelques personnes en disant, là, on ne peut pas expliquer tranquillement les choses aux gens, ils vont paniquer. C'est très français comme truc, vous savez. Votre Tchernobyl, il ne faut pas dire, non, vous inquiétez pas, Lubrizol, vous inquiétez pas. Alors qu'en fait, on voit qu'en général, les gens ne paniquent pas du tout. Enfin, en tout cas, hier, quand tu faisais la fête sur les rave parties ou sur les bords du Rhône à Lyon, vous n'avez pas l'air très paniqués, les gens. Donc, faut trouver un juste milieu là-dedans. Le juste milieu, c'est, oui, il y a une vraie épidémie. Il y a déjà eu 30 000 morts. Si vous appliquez le taux de mortalité du Haut-Rhin, puisque c'était le département un peu champion là, en termes de virus avant le confinement, à toute la France, ça fait déjà 100 000 morts. Et comme de toute façon, même dans le Haut-Rhin, l'épidémie, elle ne s'est pas arrêtée non plus par magie, elle s'est arrêtée à cause du confinement. On voit très bien que la Covid, ça aurait pu faire 200 000 morts si on ne faisait vraiment rien. De toute façon, au bout d'un moment, les gens se seraient claquemurés chez eux très naturellement, même sans confinement, et on s'auto-confine quand c'est comme ça. Donc c'est pas rien, à peu près 200 000 morts qui sont les estimations raisonnables, moyennes des épidémiologistes. Heureusement, et ça c'est une des leçons, je trouve aussi, on s'est mobilisé, ça n'a pas été simple, ça coûte cher, et on a évité beaucoup de morts. Mais après, à contrario, comme vous le soulignez, on a un gouvernement parfaitement incompétent. Moi déjà, dès le 13, j'avais fait un billet en disant mais pourquoi il n'y a pas déjà le confinement? Parce qu'un confinement le 17 mars, 30 000 morts, on l'a vu. Je répète beaucoup plus, mais 30 000 morts. Le même confinement le 10, c'est-à-dire le lendemain des Italiens, ça aurait été moins de 10 000 morts à l'aise. Donc déjà, le fait d'attendre, comme ça, une décision politique, une semaine, c'est à peu près 20 000 morts de plus. Pourquoi? Parce qu'en une semaine, l'épidémie, c'est x4, le nombre de contaminés. Donc il faut avoir un gouvernement qui comprend ce qui se passe, qui soit raisonnable, qui protège la population, qui protège aussi raisonnablement l'économie, parce qu'on ne peut pas dire non plus on n'a rien à foutre. De toute façon, s'il n'y a plus d'économie, il ne va plus y avoir des systèmes sanitaires qui marchent. Mais là, la priorité, c'est d'essayer de freiner l'épidémie. Alors non pas en faisant des mesures complètement stupides, du genre mettre le masque dehors en ayant laissé plein de choses ouvertes dans les départements concernés, en n'expliquant pas aux gens vulnérables qu'il faut mettre un masque FFP2. Si vous êtes vulnérable,
Ne mettez pas les masques bleus si vous n'avez pas la Covid. Vous mettez un masque FFP2, ils sont un tout petit peu plus chers, mais vous pouvez, si vous attendez une dizaine de jours, les réutiliser une ou deux fois. C'est beaucoup mieux que ces masques-là si vous êtes à risque, vous êtes obèse, si vous êtes diabétique, si vous avez plus de 65 ans, protégez-vous, puisque ces masques-là vous protègent. Les masques bleus protègent les autres, donc ils sont indispensables, ça évite à l'épidémie de se répandre. Si vous êtes à risque, protégez-vous avec cela. C'est un discours que j'entends pas, moi, du gouvernement, c'est bizarre. Il y a quand même des vidéos, surtout ne portez pas le masque, au mois de mars. Alors qu'en Asie, on voit très bien que tout le monde le porte et que ça réduit l'épidémie. C'est pas miraculeux, mais ça le réduit. C'est ça qui fait que les gens ne croient plus en rien. Eh bien, les gens après ne croient plus au gouvernement. Et puis après ils se disent, ça fait 10 fois qu'ils nous mentent, pourquoi les croire ? Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça ? Oui, bien sûr. Mais c'est extrêmement difficile justement de vaincre une crise sanitaire dans un contexte de défiance généralisée vis-à-vis des autorités. Ça diminue l'impact des mesures qui sont demandées, même quand elles sont bonnes. Oui, bien sûr. Enfin, quand on élit un type qui vous dit, alors que la Chine a fermé toute une région, quand même autour du 10, allez au théâtre. On s'en fout du Covid, hein. Allez, avec Bobonne, on va au théâtre, tout le monde au théâtre. Puis après, 15 jours après, il vient, il vous dit, c'est la guerre. On va dire, enfin, bon, il a compris. Et puis après, non, rien à foutre. Et puis maintenant, les vulnérables, ouais, non, mais il a qu'à les faire retravailler. Mais par contre, il continue à dire, il faut protéger les personnes vulnérables. Attendez, mais comment vous voulez arriver à avoir une gestion normale de cette épidémie ? Regardez l'Asie, regardez la Chine, le Japon, le Vietnam, ils ont parfaitement maîtrisé l'épidémie. Même en Allemagne, pourquoi ça ne repart pas en Allemagne, l'épidémie ? Même en Italie, pourquoi on est proche de l'Italie, en termes culturels plus que des Allemands. Ça ne repart pas non plus. Chez nous, ça explose. Et qu'est-ce qu'ils font ? Rien, et en particulier, ils ne protègent pas les personnes à risque. Mais c'est quoi le but ? C'est qu'on ait de nouveau des réas pleines, et cette fois avec beaucoup plus de gens qui vont avoir 50, 55, 60 ans. Ouais, mais c'est plein d'idées fausses, en fait. Et au final, après, on a des discours en disant, mais finalement, c'est des vieux qui meurent, on s'en fout, qu'est-ce qui nous emmerde ? Alors que, je rappelle que les statistiques, et j'ai fait un article là-dessus sur le site, les gens qui sont morts, ils ont perdu en moyenne 13 années de vie. Ils n'ont pas perdu 3 mois, c'est 13 années. Lescrises.fr, ton site, donc, vous avez publié beaucoup sur le coronavirus en France et dans le monde, ce qui a nécessité de s'appesantir sur l'épidémie, les chiffres, donc tu as quand même un regard assez global. Quels sont les faits les plus marquants que tu retiens concernant ce moment dans lequel nous sommes, en France et dans le monde ? Oui, premier fait, et dont on peut être fier, quand même une belle réussite pour avoir réussi à casser l'épidémie, avant qu'il y ait des dégâts qui soient colossaux. Donc ça, c'était plutôt bien. Alors certes, moyennant le confinement, et c'est pas simple, c'est pas mon meilleur souvenir, je pense, comme celui des gens. Enfin, quand on finit pas en réa, finalement, c'est pas non plus le pire des souvenirs. Donc ça, c'est une vraie mobilisation. Et moi, j'ai tendance à dire, ce qu'on a un peu perdu en liberté pendant quelques temps, faut faire attention que ça aille pas trop loin, parce qu'ils peuvent aller très loin. On l'a gagné en fraternité, finalement. C'est aussi, je protège l'autre, et j'ai une vraie vision de ce qu'est une société, de ce qu'est une société collective. Mais deuxièmement, on voit, deuxième fait, les compétences du gouvernement qui arrivent à un stade criminel actuellement. Parce que clairement, il y aura sans doute des ayants droit qui vont attaquer le Premier ministre pour homicide involontaire si les gens vulnérables se retrouvent en réa ou à décéder. Donc cette incompétence, ce fait qu'il ne se passe rien, vous avez les mêmes personnes. Il n'y avait même pas l'idée de changer les personnes. Vous savez, on pourrait dire au moins, on va changer le directeur général de la santé, celui qui nous a dit surtout portez pas de masque. On va éviter de lui faire dire maintenant il faut porter le masque dehors et dormir avec. Ce ne sera pas super crédible. Non, même ça, ils ne le font pas. Puis en plus, on voit cette semaine qu'ils profitent de ce contexte, je ne sais pas si vous avez vu, pour essayer de passer encore des lois scélérates. Enfin, ils sont en train d'essayer d'augmenter le secret des affaires, là, par amendement, cette semaine, dans la loi à l'Assemblée. Mais attendez, quoi ? De faciliter les installations de sites industriels dangereux sans accord ministériel. Ils sont en train de faire ça, en fait. Donc c'est toutes ces saletés qu'ils essayent de faire pendant qu'il y a ce contexte-là. Donc vous voyez, il faut trouver le juste équilibre. Moi, j'essaie d'être équilibré là-dedans. Il faut être intraitable avec le gouvernement, mais il faut être aussi conscient des risques qu'il y a derrière et prendre des bonnes décisions sans paniquer. Troisième point, c'est surtout gérer les médias aussi. Enfin, ce n'importe quoi des médias, c'est phénoménal. Et c'est ça aussi qui nourrit les inquiétudes, les visions des complots. Qu'est-ce que tu appelles le n'importe quoi des médias ? Ils ont invité vraiment n'importe qui pour dire n'importe quoi pendant des semaines. Donc après, les gens sont perdus. C'est un choix qui n'est pas facile. Après, c'est le choix des journalistes. Souvent, ils font ça. Vous avez un consensus scientifique, mais il faut surtout aller amener le mec qui ne pense pas pareil, même s'il est tout seul, à moitié cinglé, qui fait des trucs. Ça fera un débat, ça fera du buzz, ça va être cool. Mais après, les gens seront perdus. C'est-à-dire, vous inventez des problèmes auxquels les gens ne pensaient même pas, puis vous faites des débats pendant 1 heure, puis il n'y a aucune conclusion. Et donc, à la fin, les gens, ils vont se terrifier parce qu'ils ne comprennent rien. Et ailleurs dans le monde, est-ce qu'il y a une sorte de géopolitique du Covid ou de la Covid qui s'est installée, qu'on peut commenter ? À quel niveau ? Ouais, en tout cas, en termes de géopolitique, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que l'Asie, c'est des gens sérieux. Ils sont bien gouvernés.
Et que ce soit des gouvernements parfaitement démocratiques ou que ce soit des gouvernements dictatoriaux comme en Chine, c'est-à-dire les types, ils arrivent à contenir l'épidémie. Nous, on n'arrive pas le moins du monde en Europe occidentale. Je vais évidemment taper sur Macron. Boris Johnson a fait bien pire. Mais sauf qu'il a compris, lui, quand il s'est retrouvé en réa, après il a dit non, effectivement, j'ai compris le problème en fait. Et donc maintenant, les Anglais gèrent plutôt bien, hein, contrairement à la France. L'Espagne aussi, pas terrible. L'Italie, pas terrible. Les États-Unis, évidemment, catastrophique. Oui, il y a un aspect politique et il y a un aspect purement politique. On voit qu'il y a, au reste des États-Unis, les États démocrates sont moins touchés que les États républicains. C'est-à-dire que maintenant, vous avez des visions, je dirais, de droite qui vous disent bon, il ne faut pas mettre de masque, il ne faut pas se protéger, c'est la liberté. Enfin, c'est une espèce de mix très étrange. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de vision libertaire, néolibérale, extrême. Il ne faut aucune contrainte. Il n'en faut pas trop, il faut toujours faire attention au gouvernement. Hein. Il ne faut pas se méprendre sur ce que je dis. Enfin, à un moment donné, il y a une épidémie, il faut essayer de l'arrêter aussi. Hein. On ne peut pas le faire en allant faire la fête tous les soirs dans les bars. Ça, c'est pas possible. Il y a un aspect politique et il y a un aspect aussi géopolitique, parce qu'on voit très bien que suivant les régions du monde, on s'en sort plus ou moins bien, ce qui montre un problème du gouvernement, un problème des systèmes de pouvoir gouvernementaux et aussi sans doute de comportement des citoyens. Et peut-être une vulnérabilité plus ou moins forte selon les endroits dans le monde. Ouais, c'est discuté, en particulier sur certaines populations. On n'a pas encore de vision extrêmement précise là-dedans, mais il semble en effet y avoir, surtout aux États-Unis, sans doute un effet supplémentaire du virus sur des populations, sur certaines populations américaines. Oui. Bon, après, on essaie d'être honnête. Nous, vous savez, moi, je suis plutôt content. Enfin, si je peux me permettre, j'aime pas dire ça, mais vous savez, sur les crises, on a fait quand même quelques centaines d'articles sur le Covid. Moi, je pense qu'il n'y en a pas un de faux, en fait. Vous pouvez tous les reprendre, vous ne direz pas, tiens, là, il y avait une information fausse. Allumez BFM 10 minutes et puis on en reparle, on compare en fait. Donc après c'est ça, moi je pense, qui terrifie les gens. Ils ne comprennent plus rien, donc ils paniquent pour certains. Puis d'autres ne sont pas dans la panique mais sont dans le déni en disant il n'y a plus de problème. Trouvons un juste milieu, quoi. Je répète, c'est pas la peste. Mais après c'est pas la grippe non plus. Il y a moyen de faire des choses ensemble. Protégeons les vulnérables. Si vous êtes concerné, si votre sœur, votre conjoint est concerné, venez sur les sacrifiables, vous déposez le recours et puis on va leur montrer qu'on ne se laisse pas faire. Et puis les autres vivons tranquillement et faisons attention, quoi. Mais comptons pas sur le gouvernement parce qu'il nous laisse vraiment tomber là. Merci Olivier. Merci.